Alors, ce livre, il parle d'un voyage que j'ai fait pour aller voir des aurores boréales en Laponie. Hier matin, je me suis réveillée avec en tête cette pensée. Je veux voir les aurores boréales. Je crois que je l'ai senti dans mes tripes, ce besoin de retrouver l'émerveillement, la joie. Et j'ai aussi senti que c'était maintenant qu'il me fallait partir, et pas dans 5 ou 10 ans. Comme je suis très obstinée, quand j'ai une idée en tête, rien ne peut m'arrêter. En un instant, la décision était prise. J'ai visualisé une pancarte d'autostop et le carton-plume sur lequel la faire. Puis, je suis allée acheter ce carton et du scotch rouge. Salut Abby. Salut Chloé. Bienvenue dans le Clo-Clo Club. Oui, je suis trop contente d'être là, merci. Tu as un grand sourire et ça fait du bien car actuellement il pleut, c'est la déprime générale et c'est cool de voir quelqu'un hyper motivé cet après-midi pour enregistrer un épisode ensemble. Mais oui, parce que je suis trop contente qu'on soit là avec des tisanes, avec ton chat, dans un endroit hyper cocooning, justement. Genre, je trouve que j'aime trop ce truc de il pleut dehors et on est hyper cocon ici, donc merci de m'accueillir. J'espère que pour vous, chers auditeurs, vous êtes dans le même petit mood bien confortable pour cette conversation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Abigaël. Je m'identifie comme une militante pour déstigmatiser les troubles psychiques, plus particulièrement les troubles borderline. Mm-hmm. Je suis tout bébé sophrologue depuis pas si longtemps que ça, tout bébé autrice depuis encore moins de temps. Ouais, tu viens de publier ton premier livre, Ouais. Au bord de ma vie, aux Je me éditions sens Larousse. Ouais. Je me sens très bébé C'est vrai. sur la sophro et sur le livre. Mais c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a des projets qui se concrétisent et que la vie avance, quoi. Il parle de quoi ce livre ? Profite, c'est l'instant promo. Alors, ce livre, il parle d'un voyage que j'ai fait pour aller voir des aurores boréales en Laponie. Il parle aussi de mes hospitalisations en psychiatrie. Et je pense que c'est un livre... Enfin, franchement, ça fait des années que je porte ce projet-là et je suis trop contente de le voir abouti parce que c'était pas gagné. Et je trouve que le fait qu'il existe est une grande victoire et une grosse réussite. Et en plus de ça, l'accueil qu'il a du public, c'est encore plus... c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, c'était un peu mon rêve de réussir à sensibiliser les gens sur les troubles psychiques à travers le voyage et à travers un récit d'aventure. Et puis un récit aussi très personnel. Ouais. Et ça, c'est... Enfin, pour le coup, c'est pas... Enfin, moi, je me sens complètement mise à nu. Mmh. Enfin, c'est vraiment publier son journal intime, tu vois. Pourtant, cette mise à nu, je trouve que tu l'as fait déjà, que ce soit sur tes réseaux sociaux, en partageant, par exemple, des vlogs de tes voyages aux quatre coins du monde, où tu racontes aussi les dessous, tes questionnements, ton état psychique aussi à ces moments-là, ou à travers ton podcast, dont on n'a pas encore parlé, mais qui s'appelle Itinéraire bis, où tu parles également de troubles borderline et plus largement de santé mentale avec des invités, et où tu partages aussi beaucoup tes propres réflexions et ta propre expérience. Mais oui, mais en fait, je pense que En fait, j'ai aucun souci à parler de plein de choses hyper intimes et personnelles, etc. Et en même temps, je trouve que là, le livre, ça me met dans une position de vulnérabilité qui est encore différente. Mmh. Parce que finalement, il y a des choses que je partage pas sur les réseaux sociaux que je partage dans mon livre. Et ça donne un truc... Enfin, je découvre que j'ai aussi une certaine pudeur, par exemple. Ok. Genre que tous mes potes lisent le livre, ça me pose aucun souci. Que des gens que je connais pas du tout lisent le livre, ça me pose aucun souci. Et pourtant, ma famille, vraiment, je suis là en mode... Mais ne lisez jamais ce livre, en fait. et vraiment, les membres de ma famille, ils sont là, mais c'est fou la pudeur que t'as là-dessus. Et je suis là, ouais. En fait, j'ai aucun problème à partager des choses très intimes à des gens que je connais pas du tout. Mmh. Par contre, les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours et tout, je sens que leur jugement peut beaucoup m'affecter. Et donc, du coup, d'un coup, je deviens hyper en mode non, mais surtout, ne regardez pas, ne lisez pas. Enfin, bref. Tu leur avais caché le fait que t'écrivais ce livre, à la base ? Ou ils Ils savaient ? Ils ont su très tardivement. D'accord. Ouais, t'avais déjà mis une petite distance tant que le projet n'était pas concrétisé. Ouais, et puis même le fait que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux et tout, ils ont découvert ça assez tard aussi. Ah ouais ? Ouais.
Ok, bah, très bien, on va avoir beaucoup de sujets à aborder ensemble. Pour commencer, je vais te donner une petite citation qui m'a fait penser à toi. Je te laisse nous la lire. Celle-là, elle est en anglais, donc j'ai mis la traduction française en dessous, juste voilà, pour qu'on soit tous raccords. Et ensuite, tu me dis à quoi ça te fait penser et on commence notre conversation là-dessus. Je la lis en anglais ou en français du coup ? Tu fais ce que tu veux. Okay. Moi, je pense que ça peut être bien, lis-la en anglais et ensuite en français. Comme ça, les personnes qui parlent pas anglais ont aussi la traduction. I don't want to freak you out, but I think that I might be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Anna dans la série Girls. Alors, la traduction, c'est je ne veux pas te faire peur, mais je pense que je pourrais être la voix de ma génération, ou du moins une voix d'une génération. Anna, qui est un personnage qui écrit un roman au début de Girls et qui dit ça à propos de son livre et qui justement part de ce principe de dire non mais tu comprends, je porte et j'incarne vraiment plein de sujets des personnes de mon âge et puis après, oui bon peut-être que je suis une voix parmi tant d'autres d'une génération voilà. Et je trouve que c'était assez mignon. Toi, pour qui est-ce que tu écris ? Alors clairement pour sensibiliser le grand public, dans le sens où pour le coup je pense que j'avais pas ce besoin et cette nécessité d'écrire pour exorciser ce que j'avais vécu. Je suis hyper à l'aise avec ce que j'ai vécu, vraiment, j'ai fait mon travail là-dessus, je fais des conférences dessus, j'ai aucun problème à en parler. Tu peux le dire en quelques mots Ouais, bien sûr. Bon, de façon assez concise, j'ai fait ma première tentative de suicide à mes 14 ans. Et en gros, de mes 14 à mes 24 ans, j'ai fait 4 tentatives de suicide et j'ai fait 9 mois de ma vie dans des hôpitaux psychiatriques. Et depuis assez jeune, j'avais des soucis de santé mentale avec les troubles psychiques. Et ensuite, il y a un diagnostic de trouble de la personnalité borderline qui est tombé. Et au-delà de ça, c'est un sentiment de... Parce qu'en fait, il y a eu une accumulation de plein de choses. C'est-à-dire que je suis dyslexique, donc depuis toute petite, j'étais différente avec la lecture, l'écriture. Ensuite, il y a eu mon orientation sexuelle, où je me suis dit, mais en fait, même au sein de mon intimité, je suis encore une fois pas dans la norme. Ouais. Et ensuite, il y a trouble de la personnalité borderline. Ah oui, donc en fait, vraiment... Le package, bonjour. Vraiment, la norme n'est pas faite pour moi, quoi qu'il se passe, ouais. Quoi. Jusqu'à même que ça se matérialise physiquement, parce que quand t'es hospitalisé en hôpital psychiatrique, bah, t'es complètement isolé de la société, en marge de la société, encore une fois. Et je l'ai peut-être pas dit, mais mon voyage, je l'ai fait en autostop pour aller voir des aurores boréales. Et en fait, ça m'a fait quand même énormément de bien d'être, encore une fois, au bord de la route, en marge de la société. Et t'as les gens normaux, conformes, qui sont dans leur voiture, qui vont travailler tous les matins. Et moi qui suis physiquement encore... c'est un peu l'histoire de toute ma vie, d'avoir voulu coûte que coûte être dans la norme. C'était obsessionnel pour moi. Je veux être normale, je veux être conforme, je veux être comme tout le monde. Et vraiment, l'univers m'a dit « No way !» Et après, bah là, il n'y avait pas d'autre solution que de prendre le taureau par les cornes et d'assumer ma singularité et de demander à la société tout entière d'évoluer sur certaines questions pour que ce ne soit pas un problème pour que je puisse exister comme ça, quoi. Et c'est valable avec la dyslexie, c'est valable avec l'orientation sexuelle et c'est valable avec les troubles psychiques. Et j'espère que je vais pas avoir d'autres surprises au cours des prochaines années sur d'autres trucs. Je te le souhaite pas non plus, mais bon. Du coup, t'as été, forcée d'une certaine manière à te créer de nouvelles routines, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister pour toi pouvoir t'épanouir et en même temps arriver à naviguer dans une société qui fonctionne différemment, quoi. Bah ouais, en fait, la société... Je pense que les gens dans la norme se rendent pas compte à quel point c'est normé, mais j'ai l'impression que vraiment, dès que tu sors un petit peu des clous, t'es tout de suite hyper... moi, je trouve que c'est très catastrophiste, le regard qui est porté sur les gens différents. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de liberté et de fluidité,
pour les personnes qui, possiblement, cette norme-là convient pas. Puis moi, je sais que j'avais l'image de la folle. Parce que en fait quand tu portes un pyjama bleu et que t'es entre 4 murs blancs dans un hôpital et que tu prends des petites pilules bleues tous les jours, c'est très caricatural et en même temps c'est vraiment ce qui t'es traité comme ça, qui se passe. Et l'air de rien, quand on m'a posé un diagnostic, il y a eu ce truc de quitte à être perçu comme la folle, autant le faire à fond. Un peu moi j'aime bien l'idée de soigner le mal par le mal et d'y aller à fond, en fait. J'ai été dans un extrême de vouloir absolument tout lisser pour être conforme. Ça a été épuisant et ça a été effondrement sur effondrement et tout, j'en pouvais plus. Et en fait, au final, quand il y a eu tout ça, tu te dis, ok, est-ce qu'on peut, tous ensemble dire et acter le fait que, ok, je suis folle, pas de problème. Du coup, maintenant, est-ce que je peux est-ce que je peux être est-ce que je peux être exactement voilà. Est-ce qu'on peut changer le sujet en mode ok sur la forme, je suis hyper ok avec ça. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du fond? Et le fond, c'est en tant que société, éduquez-vous à la folie. Mais du coup, quand je te pose la question de pour qui tu as écrit ce livre, c'est pas pour toi, mais c'est vraiment limite ça se confond avec le pourquoi tu l'as écrit, à savoir de vraiment sensibiliser, de faire changer, faire bouger les lignes. En tout cas, c'était répondre à la problématique de comment faire en sorte à ce que des gens, monsieur et madame tout le monde, s'intéressent à un trouble aussi stigmatisé, méconnu que le trouble de personnalité borderline. C'était vraiment ça. Tu peux d'ailleurs alors on va résumer parce qu'on va pas faire le sujet du podcast, le trouble borderline, mais est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, en fait? C'est une hypersensibilité, donc des émotions hyper intenses. C'est le fait d'être très poussé dans les extrêmes, dans quelque chose de dichotomique, tout ou rien, oui ou non, j'aime pas. Et c'est un peu le choc des extrêmes qui crée quelque chose assez chaotique, avec une image de soi distordue, c'est-à-dire que soit monstrueuse, personne détestable, horrible, qui mérite pas d'être et d'exister, dans quelque chose de très existentiel aussi, soit une exigence de soi super forte sur j'ai besoin d'être la parfaite pour être aimée, pour être validée, parce que l'amour des autres est hyper méga important aussi. Et donc c'est le choc des extrêmes entre ça. Et je terminerai aussi sur un truc, c'est borderline, c'est aussi ne pas avoir conscience des limites de soi. Donc c'est-à-dire que moi je dis souvent que ma limite c'est quand je m'effondre, et où c'est là où je dis ah donc la limite était avant. Mais tu l'as pas vu venir. Mais j'ai aucune idée quoi, vraiment aucune idée. Et du coup par conséquent, quand t'as pas conscience de tes limites à toi, t'as pas non plus conscience des limites des autres. Et du coup c'est une tendance tout le temps à outrepasser des limites des gens. Et moi je sais que ma peur pendant longtemps c'était faire du mal aux gens que j'aimais. Parce que pas conscience quoi. Donc ça donne un cocktail d'une intensité qui, je le conçois, n'est pas fait pour tout le monde. Mais une fois qu'on t'a posé ce diagnostic, c'est à partir de là que t'as commencé à prendre la parole dessus sur les réseaux sociaux, notamment dans ton podcast? Parce que le livre est arrivé l'an dernier, si on prend un peu tous tes projets. Ouais. Ça m'a pris quand même 1 an avant d'être un peu sur pied pour prendre la parole dessus, parce que j'étais quand même très amochée. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole, tu vois, publiquement dessus? Parce que pour le coup, c'est pas parce que tu as un diagnostic que tu te dis je vais faire un podcast sur le sujet et puis je vais m'engager aussi auprès d'associations et puis aller discuter avec les gens, faire des conférences et ainsi de suite. C'était un besoin viscéral pour moi de prendre la parole. En fait, j'avais rien. C'est-à-dire que quand j'ai été diagnostiquée, j'ai cherché des témoignages de personnes concernées. Je suis tombée sur un seul témoignage, c'était un homme qui témoignait avec genre des lunettes de soleil, un bonnet, une écharpe et tout, et qui vraiment complètement caché. Ça m'a fait super peur en fait, parce que tu te dis mais enfin vraiment c'est chaud quoi, parce pas que vouloir être reconnu et associé à ça quoi. Il peut pas parler librement sans, et en plus il expliquait très bien dans son témoignage que il voulait surtout pas être reconnu parce que sinon il allait perdre son travail et tout. Enfin c'est hyper dur.
Et moi, après tout ce que j'avais vécu, j'étais là en mode, mais en fait, il faut qu'on en parle de ce truc-là. Et j'ai vraiment voulu le faire de façon hyper incarnée, à visage découvert, et de casser les stéréotypes aussi, parce qu'en fait, l'acceptation du diagnostic, en fonction de comment il est perçu par la société, ça peut être hyper compliqué. Et il y avait aussi une stigmatisation énorme que je vivais dans mon quotidien. J'ai perdu énormément de potes à cause de ça. Et en fait, il y a vraiment des trucs où tu dis, en fait, moi en ce moment, je suis en hôpital psychiatrique, les gens paniquent complètement et t'adressent plus la parole parce que t'es perçue comme dangereuse. Et c'est là aussi où je me suis dit, en fait, il faut prendre la parole dans les médias parce que, en fait, moi, quoi qu'il se passe, je vis avec ça. Donc, il faut que la société change. Parce que cette stigmatisation, elle bénéficie à personne. Et j'entends que ça fait très peur. Et il y a quelque chose pour lequel je suis très convaincue. Ce qui fait peur, c'est quand on ne connaît pas et quand on ne comprend pas. Oui, et puis je pense aussi l'image de l'hôpital. Enfin, tu vois que tu abordes aussi beaucoup dans le livre et de manière générale, qui forcément est très présente. Notamment pour tout ce qui est psy, et en fait, qui est encore mal connu, pas très bien traité, et sur lequel il y a peu de moyens. Également mis à disposition, donc les établissements ne sont pas au niveau aussi pour pouvoir accompagner dans de bonnes conditions. Et tu vois, tu le dis avec tes amis, enfin, toi, t'es plus ou moins la même personne avant et après être passé par la case hôpital. Ce qui change, c'est le mot hôpital et le diagnostic qui se pose, mais s'ils étaient amis avec toi avant, c'est fou, tu vois, de se dire que ce petit tampon-là de encore une fois, tu sors des cases, fait que tu perds ton entourage aussi, quoi. Que ça suffit comme argument pour se dire non, finalement, Abby, pas trop bof, j'ai pas envie de lui parler. Mais c'est exactement ça. Et en plus, parenthèse, mais c'est hyper paradoxal parce qu'on est sur un trouble borderline. L'un des critères de diagnostic, c'est la peur du rejet et de l'abandon. Ouais, alors que c'est ce que ça crée, enfin, c'est ça. Alors que, force est de constater il n'y a pas que parce que c'est l'abandon réel ou imaginaire. Et en fait, on est quand même sur un trouble où en fait, on est sujet à du rejet et à de l'abandon, quand on l'assume, en tout cas comme moi je l'assume. Et d'ailleurs, j'entends complètement les gens qui ne le disent pas et qui le cachent, et la honte énorme qui en sort de ça, parce qu'en effet, c'est vrai que faut avoir les épaules et la santé mentale aussi pour encaisser tout ça, et je comprends qu'on ait envie de se protéger aussi là-dessus. Et puis la volonté d'en changer d'image, ce que tu fais bien, tu vois, je pense au podcast, et puis même là, vous n'avez pas l'image, mais tu as des paillettes sur le visage. C'est un truc, c'est ta marque de fabrique, t'as toujours des paillettes, t'as de la couleur, c'est hyper vivant, tu rigoles beaucoup, même au micro, tu fais des blagues, et en fait, tu montres que avoir un trouble, je sais même pas si c'est le bon terme d'ailleurs de parler de trouble. Si ok. Un trouble borderline dans ton cas, mais de manière plus générale, d'avoir des différences de point de vue santé mentale et psychique, ça veut pas dire que tu es seul dans le noir, enfermé dans une pièce et que personne doit te parler ou que t'es complètement zinzin. Tu peux être juste quelqu'un d'hyper vivant qui reflète ça, et je trouve que tu le fais assez bien dans les contenus que tu crées, justement, de pouvoir dire en fait, ça m'empêche pas de voyager, au contraire, ça me donne encore plus envie d'être curieuse, ça m'empêche pas de rencontrer plein de gens, d'échanger, de rire, de montrer une image très positive, dans le sens très normal, entre guillemets, tu vois, de tout ça, et de dire ça m'empêche pas d'être une personne comme toi et moi, et voilà. Mais tu sais qu'en plus, quand j'étais en hôpital psychiatrique, on a énormément d'autodérision sur nous-mêmes. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc de lâcher prise en mode foutu pour foutu, autant en rire, tu vois. Et en fait, il y a des blagues en hôpital psychiatrique que tu verras nulle part ailleurs. En fait, ça passerait jamais en société. Mais là, c'est bon, on est tous dans le même bateau, vas-y, tant pis, on s'en fout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, en fait, on est tous dans le même bateau dans ce truc-là. Et en fait, moi, j'ai adoré parce que l'hôpital psychiatrique, c'est le seul endroit où, enfin, je pouvais être moi-même et où personne n'est surpris de rien, en fait. En fait, on est déjà en hôpital psychiatrique. Donc, à partir de là, enfin, on est libre d'exister et d'être sans que ce soit un problème pour personne. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène énorme quand la société tout entière est vécue comme une lutte en mode mais en fait, il faut voir à quel point on est rejeté aussi.
à quel point, je sais pas, le travail, la reprise d'études, quand t'as des soucis de santé mentale, bah, il y a un isolement très fort, il y a très peu de personnes qui comprennent que, je sais pas, si t'arrives pas à te lever, c'est pas parce que t'as la flemme, c'est parce que t'es en dépression et que tu n'arrives pas à te laver, en fait. Oui, il suffit pas juste de se bouger. Non, mais voilà. On a fait une grande digression sur cette partie médicale, un peu plus loin de la créativité. Ne t'excuse pas, pour moi c'était important qu'on le fasse parce que bah, c'est aussi au cœur de... ta créativité est associée à son militantisme. Très clairement. Et du coup, ce que tu crées et les projets que tu portes, tous ces sujets dont on vient de parler, c'est au cœur de ton discours au quotidien, des idées que tu mets en place, etc. Donc pour moi, c'était important qu'on recadre ça. Mais pour en revenir à l'écriture aussi, pure et dure, t'as toujours écrit ? Pas du tout. Ah, je sais pas. Mm-hmm. J'ai toujours eu des journaux intimes. Dont tu mets d'ailleurs quelques extraits aussi dans Au bord de ma vie. Oui. Donc là-dessus, oui. En fait, c'est juste... Donc je suis dyslexique et dysorthographique et tout. En soi, si j'ai une totale liberté, c'est-à-dire entre moi et moi-même, j'adore écrire. Mais il y a une honte énorme de l'écriture, mais parce que j'ai vécu des humiliations par rapport à ça, qui fait que, en fait, ça arrache les yeux des gens de lire ce que j'écris parce qu'il y a des fautes partout. T'es dyslexique, donc en même temps... Mais ouais, il s'écrit n'importe comment. Donc il y a une grosse pudeur vis-à-vis de ça. Et en fait, le livre, du coup, pour moi, ça me paraissait un projet... Enfin, se sentir légitime, c'était un gros chemin. Et heureusement que ce qui me porte le plus, c'est les messages à transmettre. C'est-à-dire, j'ai vraiment un instinct de militante plus de, pour moi, le plus important, c'est que les messages soient transmis. Et c'est ça qui me permet d'outrepasser le trac d'une conférence ou la peur de l'écriture, du jugement, ou qui me permet aussi de me montrer hyper vulnérable sur des penchants de ma vie et tout. Parce que j'ai l'impression que... Alors ça parle beaucoup de moi, tout ce qui se passe, mais au final, moi j'ai l'impression que je m'efface beaucoup parce que je fais ça pour transmettre des messages forts. Et en fait, bon bah tant pis. Genre, s'il y a des fautes d'orthographe, tant pis. Si je fais des fautes à l'oral, tant pis. Le plus important, c'est que les messages y passent. Oui, puis il y a des gens dont c'est le métier, en fait, de corriger. Ouais, de ouf. Des manuscrits. Donc, voilà. D'un point de vue processus d'écriture, du coup, ce livre-là, c'est une commande ou c'est toi qui as eu envie de l'écrire ? Et là, est-ce que c'est la maison d'édition, tu vois, qui est venue te voir en te disant on aimerait que tu écrives un livre ? Est-ce que c'est toi qui t'es dit vas-y, j'écris et je vais l'envoyer à différentes maisons d'édition pour voir qui veut bien me publier ? Déjà, pour commencer. Oh là là. Alors moi, je suis tenace, hein, j'ai un caractère de chien. Okay. Quand je veux un truc, genre, je sais exactement ce que je veux. Et en fait, le projet du livre, dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, je savais que je voulais une double narration, je savais que je voulais raconter, sensibiliser au trouble borderline à travers le truc et tout. Genre, tout le truc dans ma tête était fait. Par contre, convaincre les maisons d'édition de me faire confiance sur un trouble que personne connaît, c'était dur. Et il y a des maisons d'édition qui m'ont complètement recalé, ou alors qui ont voulu modifier le truc, c'est-à-dire ok pour un truc sur la santé mentale et tout, mais est-ce que vous voulez pas plutôt faire des guides de santé mentale parce que c'est ça qui marche, avec plein de témoignages et des trucs comme ça. Ouais. Et moi j'étais très ferme là-dessus, en mode bah c'est soit ça, soit rien. Très binaire. Non, mais parce qu'en plus, le côté plus guide, entre gros guillemets, mais peut-être un livre, tu vois, qui regrouperait plein de témoignages, c'est déjà ce que tu fais avec ton podcast. Ouais, et puis en fait, c'est surtout, je sais exactement ce que je veux, comment je le veux. Oui, ce projet-là, c'était ça ou rien. Et soit vous me faites confiance, soit moi, j'étais complètement prête à ce que le livre n'existe pas, tu vois. Ok. Parce que j'ai une vision très claire de ce truc-là. Donc, soit j'ai les bonnes personnes pour m'accompagner, soit sinon, on lâche l'affaire. Donc, je l'ai porté, je pense, pendant quelques années. J'ai abandonné parce que c'était trop dur et que je n'arrivais pas à trouver des gens. Donc, j'ai dit, bon, bah tant pis, le livre n'existera pas. Et rencontre trop stylée à une soirée, complètement par hasard, quelqu'un qui me réimpulse le projet du livre. Et finalement, rencontre avec Larousse, et extraordinaire parce que Larousse
ils m'ont vraiment fait confiance et ils m'ont laissé une liberté. Vraiment, j'ai été hyper libre, enfin vraiment confiance totale, quoi. Et en fait, parenthèse là-dessus, je me suis dit, heureusement, les autres maisons d'édition m'ont refusé parce que ça m'a permis d'avoir Larousse. Et ça, c'est un truc que j'essaye de me rappeler. Alors, c'est une croyance complètement que j'ai. Mais voilà, quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, peut-être c'est parce qu'il y a un truc encore mieux derrière. Et du coup, je me dis, petit poc aux maisons d'édition qui ont refusé le livre. Regardez ce que ça donne un exemplaire dédicacé. Quand tu l'as écrit, ce livre-là, je suppose que ça a été, même si tu es très à l'aise sur le sujet, ça a été assez difficile peut-être de mettre certaines choses en mots ou ne serait-ce que d'articuler justement cette double narration, parce que d'un côté, on est sur la route avec toi, en autostop, et puis de l'autre, en fait, tu reviens sur ce qui s'est passé avant, sur ton passé même, tu vois, tu remontes jusqu'à l'enfance au tout début, tu parles un petit peu d'autres choses plus larges pour remettre aussi du contexte. Comment est-ce que ça s'est passé, cette écriture-là? Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce qu'au contraire, c'était que du kiff? Comment ça a fonctionné? Alors déjà, le livre, il a été coécrit avec Anne-Charlotte, parce que j'ai aucune structure. Et du coup, enfin, tu vois, je trouve que chaque personne a sa propre intelligence. Et l'intelligence des puzzles, moi, c'est pas mon truc. Du coup, qui est Anne-Charlotte, juste pour la présenter? Anne-Charlotte, c'est une plume qui fait des trucs d'écriture, etc. Et donc, Anne-Charlotte, elle a ce truc de la structure de l'histoire. Et en fait, avec Anne-Charlotte, donc c'était aussi une aventure humaine trop cool. C'est-à-dire que moi, j'avais l'histoire, je savais comment je voulais le raconter, j'avais les émotions, j'avais le vécu, j'avais tout ce qu'il fallait, juste incapable de trier parmi le bordel de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et j'avais vraiment besoin que Anne-Charlotte arrive à faire un parcours narratif qui... Avec un œil extérieur aussi sur tout ça, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est hyper difficile de savoir ce qu'on laisse, ce qu'on garde. C'est un travail énorme, quoi. T'avais pris aussi des notes pendant ton voyage? Ah mais oui, j'avais mon carnet. Ouais, c'est ça. Donc oui, en plus de ça, t'avais de la matière déjà brute à réexploiter, à trier. Ah mais j'avais... ça aussi, j'ai passé mes journaux intimes à Anne-Charlotte. Elle a lu mes journaux intimes. Donc... Ouais, tu t'es vraiment mise à nu pour ce projet. Ouais. Ok, wow. Elle est complètement rentrée dans ma tête et tout. Et franchement, grosse pensée pour elle, parce que autant lire mes journaux intimes de quand j'étais en autostop, je pense que ça va parce que j'étais dans un truc trop bien. Mais lire mes journaux intimes quand j'étais en dépression... donc voilà. Donc en gros, Anne-Charlotte a réussi à trouver la structure narrative entre la double narration et tout. Et ensuite, à partir de là, moi, je pouvais écrire tout ce que je voulais dans les différents chapitres et raconter toutes les anecdotes que je voulais. Ok, trop bien ça. Est-ce qu'elle est intervenue aussi, Anne-Charlotte, dans la correction / réécriture aussi du texte après? Une fois que tu l'avais sorti avec elle, que vous aviez la structure, vous aviez tout, est-ce qu'elle est intervenue sur une repasse? Et est-ce que pour toi, c'était difficile ou pas de... lâcher un petit peu aussi une partie, tu vois, du projet, dire ok, c'est pas que moi toute seule dessus et il faut que jusqu'au bout ça se fasse à deux? Alors en gros, on a travaillé le texte toutes les deux avec Anne-Charlotte. Ensuite, là le texte, c'est Larousse qui... Enfin, il y a eu des correctrices, ouais, bien sûr, qui ont relu pour voir si c'était logique, enfin, si on les n'était pas retours perdu. éditeurs de base. Voilà, ensuite il a été relu par tout ça, mais en fait jusqu'à la dernière minute, en fait j'ai compris le travail infini d'un livre. En fait, jusqu'à la dernière minute, tu peux re-questionner tout. Une tournure de phrase. Enfin, c'est horrible parce que vraiment, à une semaine d'imprimer le texte, j'étais là en mode non, mais en fait, on n'a pas dit ça. C'est vraiment, heureusement qu'au bout d'un moment, t'as Larousse qui te dit non, mais là, c'est fini. Genre, faut imprimer. Faut que ça sorte. Faut lâcher. Parce qu'en fait, tu peux re-questionner tout, quoi. Et en fait, la toute première fois... Parce qu'en fait, moi, ça restait un document Word sur mon ordinateur. Pendant super longtemps, je pense que j'avais pas réellement compris
que ça allait être un livre. Et le jour où on m'a mis le livre entre les mains et que c'était imprimé, Ça change tout. encore là, c'était horrible parce que je me suis mise à le lire, le relire et tout, en boucle, en boucle, en boucle. Et encore là, j'étais en mode, j'ai envie de mettre du Tipex, De modifier encore. et de prendre un stylo et de écrire, c'est horrible. Et donc du coup, là, j'ai complètement arrêté de lire le livre. Genre, il faut plus, genre vraiment, il y a un travail de lâcher prise c'est comme ça. Et en plus de ça, parce que, moi, ça a été un stress énorme, la sortie du livre. J'ai transformé mon psychiatre en critique littéraire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envoyé des screenshots du texte. Ah, mais il va être ravi. Mon psychiatre, pendant 1 mois, vraiment critique littéraire. Et puis tout mon entourage et tout, c'était un truc de... Enfin voilà. Et au bout d'un moment, j'ai compris que, bon voilà... En fait, quand j'ai eu les retours des lecteurs, lectrices, j'ai compris que j'étais super exigeante, qu'en fait, la plupart des trucs sur lesquels je tique, en fait, les gens le voit. Mais oui, les gens s'en foutent complètement que t'aies écrit tel mot et pas un autre. Vraiment, ça ne dérange que toi. À partir du moment où l'histoire, elle est fluide, qu'elle se lit bien, que tu rentres dedans, que t'as tous les messages, les émotions et tout, bah c'est bon, quoi. Mais voilà, heureusement qu'au bout d'un moment, il y a la maison d'édition qui te dit... Stop. Lâchez ce stylo. Ça suffit maintenant. C'est fini. Ouais, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. On va parler de l'accueil du livre et de la promo et tout ça après un petit jeu que j'ai fait pour toi. J'ai trop hâte. C'est un petit bingo de l'écrivaine. Ok. Donc, je vais te donner des cases de bingo qu'il va falloir qu'on coche ensemble ou pas. Que tu me dises en gros, oui, c'est vrai, ou pas du tout, c'est un mythe sur l'écriture, ou moi, ça ne me concerne pas. Ok. Une envie soudaine d'écrire à 2h du matin. J'ai un doute parce que c'est genre à... Si tu me dis c'est à 3h, vraiment. Non, mais parce que c'est pas d'écrire à 2h du matin, mais c'est genre une envie soudaine de... J'ai oublié de dire ça. Ouais, mais t'y repenses, ouais. Oui, non, mais complètement. Genre, t'y penses jour et nuit. Oui. T'as rempli beaucoup de notes de téléphone avec des idées, des trucs comme ça. Tout le temps. Et puis la pauvre Anne-Charlotte qui s'est tapé des notes vocales sur WhatsApp, des trucs et tout. Non, enfin, ouais. ouais, clairement. Bon, on la coche. Noter toutes ces idées dans son téléphone, c'était la suivante. On la coche aussi, on la coche, évidemment. Ouais, de ouf. Oublier de boire ou de manger parce qu'on est pris dans l'élan de l'écriture. Oui. Régulièrement. Tout le temps. Ça, c'est assez terrible, mais ça c'est terrible, parce que c'est pas bien d'oublier. Et en même temps, ça nous arrive toutes et tous. Je pense, dès que t'es pris dans une activité qui te passionne vraiment, notamment l'écriture, où t'es ailleurs, en fait, quand t'écris. Mais oui, et puis moi, c'est genre, je vois plus mes potes, vous me voyez plus, parce que c'est mon bébé. Enfin, j'ai un rapport qui est, c'est mon bébé. Ouais. Et en fait, c'est peut-être hyper caricatural, mais t'es vraiment en train de donner naissance. Et c'est un bout de toi qui va exister ailleurs, et il faut faire confiance à la société pour pouvoir l'accueillir, le faire grandir. Enfin, c'est vraiment... tu le mets à ton image et tout, donc... Tu l'as écrit en combien de temps ? Une fois que c'était acté, tu vois que... Je pense avec Anne-Charlotte, ça nous a mis 6-9 mois. C'est bon, j'ai la réponse que je voulais. Alors c'est un beau bébé. C'est exactement ça. Dans ce bingo, il y a évidemment trouver ce que tu écris super. Ça t'est arrivé à des moments où tu écrivais des pages et tu fais « Ok, ça c'est vraiment bien ». Non, je pense que j'ai une exigence envers moi-même qui est tellement forte que, en fait, c'est hyper difficile, tu vois, de se dire. Enfin, moi, c'est plus l'inverse. J'étais en mode, mais ça intéresse personne de savoir ça. C'est nul. C'est nul. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est pas ? En fait, il y a aucun recul. C'est hyper dur de savoir est-ce que ça va intéresser des gens ? Est-ce que c'est bien ? Et heureusement, j'avais Anne-Charlotte. Parce que sinon... toute seule, en fait, tu te serais freinée toute seule. J'ai aucun recul sur ce qui se passe, tu vois. Ne pas en parler par peur de se porter la poisse. Ah, mais tout le temps. Mais c'est resté secret. Jusqu'au bout. Ouais, vraiment. Parce que tu le dis à la toute fin, j'avais quand même lu les petits remerciements du fait que tu l'as quand même fait lire, en tout cas t'en as parlé même si c'était tard, à tes proches, vraiment proches, genre famille, amis,
mais en dehors de ce tout petit cercle, le livre n'existait pour personne, t'en parlais pas, quoi. Ah, mais moi, tant que le truc n'est pas acté, que c'est sûr, j'ai l'impression et pourtant t'as signé tous les contrats d'édition avec la maison mais vraiment je suis archi superstitieuse, et même aujourd'hui je travaille sur des projets secrets. Je n'en parlerai pas tant que c'est pas sorti, quoi. Mais il y a une vraie superstition dans la création. Je trouve que c'est assez drôle parce que d'un côté on te dit il faut surtout pas en parler parce que t'as ce truc de si j'en parle trop tôt, que le projet il aboutit pas ou qu'il a pas la forme que je vais m'en vouloir, ou d'une certaine façon ça va lui porter la poisse et il va pas se réaliser comme je veux parce que je mets beaucoup d'attentes. Et à l'inverse, quand t'en parles, c'est un moyen aussi de le rendre concret et de te motiver à le tenir et te dire en fait j'en ai parlé, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse jusqu'au bout, quoi. Finalement tu l'avais un petit peu en n'étant pas seule à écrire. Ouais, carrément, mais c'est vrai que dans mes projets secrets, y a ce truc de je veux plus être seule à porter quelque chose. Je trouve que quand t'es toute seule dans ton truc, que personne n'est au courant, que tu fais... Et ça aussi, c'est hyper frustrant. Enfin, ça, c'était horrible. Le fait de... Je travaille super fort, super dur. Et tu peux pas le dire. Et tu peux pas le dire. Et les gens pensent que t'es une grosse flemmarde qui fait rien. Et t'es Ils en te mode... voient au café en permanence avec ton ordinateur et ne comprennent pas pourquoi. Mais oui. Ouais. Et t'es là en mode, mais si tu savais... Et il y avait ce truc de j'espère que le jour où je vais annoncer que j'écris un livre et que le livre va sortir, que on va arrêter d'avoir cette vision de moi, de la fille qui fait rien et qui voilà, parce qu'en fait c'est une vision que les gens avaient de toi, la fille qui fait rien, ou c'est toi qui imagines ça? Je pense non, c'est des retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je pense que j'ai une vie qui est tellement bordélique et je suis tellement sur plein de fronts en même temps. Oui, puis t'es une personnalité publique aussi, tu partages beaucoup et régulièrement. Donc, Mais du coup, les gens ne comprennent pas ce que je fais, et ne pas comprendre égale, elle ne fait rien. Et t'es en mode, mais pas du tout. Ouais. Mais on sent que là encore, quand ça sort des clous et des cases, des gens ont énormément de mal à se dire que c'est aussi une autre réalité qui est possible. Pour le podcast, qui est ton autre gros projet long terme, etc., t'es entourée ou t'es toute seule? Pour le coup, je suis toute seule. Parce qu'il y a de la captation vidéo, il y a l'enregistrement lui-même, le montage son. Alors, pendant des années, c'était horrible parce que je faisais la location des studios à podcast, j'avais des potes qui me prêtaient des caméras, j'avais des trépieds, les cartes SD, c'était horrible, je gérais tout toute seule. Donc c'était une charge de travail énorme. Au bout d'un moment, j'ai décidé de passer par des studios qui font tout. Ouais. Et là, ça va beaucoup mieux. Mais ça m'a mis très longtemps. Et puis c'est un budget aussi de passer par ces studios. Ah, mais c'est un budget énorme et investir son argent là-dedans, je trouve que... je trouve qu'il y a aussi ça dans le militantisme, parce que pour moi, c'est un projet militant. Pour moi, créer un média à visage découvert, filmé sur un troupe tel que le troupe Borderline, je veux que cette émission existe coûte que coûte. J'y mets les moyens, j'y investis mon argent, mon temps. Et ça aussi, j'aimerais que ce soit valorisé plutôt qu'un peu... vu comme des énièmes vidéos sur les réseaux. Ouais. Je reprends notre petit bingo. Vas-y. Donc, trouver un titre qui n'aura rien à voir avec le titre final. Est-ce que ça t'est arrivé? Ou non. est-ce qu'au bord de ma vie, c'était au bord de ma vie Le titre est arrivé très très vite. Ah ouais? C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est mon éditrice à Larousse. Et vraiment, c'est-à-dire, on savait même pas si j'allais signer avec Larousse. C'était vraiment au tout début. Je ne savais même pas si ça allait se faire. Et en fait, l'éditrice était tellement emballée. En fait, c'est ça. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont amoureux du projet, tout comme moi, je suis amoureuse de mon projet. Et c'est une éditrice à Larousse qui a trouvé mais à une facilité. Vraiment, elle l'a dit, au bord de ma vie. Coup de cœur énorme. Et c'était bon. Et puis le jeu de mots est cool. Entre au bout de ma vie et Borderline, c'était malin, enfin. Ah, mais retiens, quoi. Et puis même la couverture. C'est pour une fois, c'est quelque chose d'universel, qui est pas stigmatisant, qui sort complètement de ce qu'on peut voir. Oui, parce que tu peux nous la décrire, cette couverture? Oui. Alors il y a une partie de la banquise toute blanche qui est en train de se déliter dans la mer. Et en fait, quand on regarde la couverture, c'est très binaire. Il y a une partie toute blanche
et une partie où c'est l'océan, toute bleue. Et t'as une limite qui est pas complètement figée, et on sent que cette limite, elle est mouvante. Et en fait, le génie de cette couverture, et ça a été, franchement, casse-tête pour trouver quelque chose qui image le trouble de personnalité borderline. Enfin, encore une fois, c'est très compliqué de faire très simple. Et pourtant, quand c'est là, c'est évident. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'elle pose pas trop de questions, cette couverture. Tu la vois, tu devines tout de suite le sujet, quoi. Ouais. Tu te poses pas de questions dessus. Et on sort des trucs où habituellement la représentation du trouble borderline, c'est un funambule, c'est... Ouais, mais sur des ouvrages médicaux, tu vois, on en revient à ça aussi, sur des trucs guides de santé et compagnie. Ouais. Alors que c'est pas du tout ton propos, toi. Un masque divisé en deux, une partie triste, une partie joyeuse. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il faut se créer aussi d'autres images. Et que ce soit le titre, la couverture ou l'histoire, je trouve que quand on voit l'objet fini, on se dit mais c'est super simple et c'est évident. Et pourtant, pour en arriver à ça... C'est beaucoup d'échanges, de réflexions. Ouais. Trembler en ouvrant les retours de ton éditrice. Plus les retours des lecteurs que l'éditrice. Oh. Ouais, t'avais plus d'attente de la réception du livre, en fait. Ouais, complètement. Complètement, parce que l'éditrice était hyper convaincue. J'ai eu des très bons retours au sein de Larousse. Mais en fait, il y a eu un petit truc à l'intérieur de moi, mais peut-être ça arrive à beaucoup d'auteurs-autrices, où je me suis dit, vas-y, ils n'ont pas d'autre choix de me dire que c'est bien. Tu vois, genre, c'est mes éditeurs, évidemment. Le but, c'est que le livre se vende. Enfin, c'est quand même leur modèle économique aussi. S'ils misent sur des livres où ils se disent, bah, c'est intéressant et ça va se vendre, pour eux, c'est aussi ça le pari. Ouais. Donc s'ils te disent que c'est bien alors que c'est nul et qu'ils le savent, ils ont pas trop d'intérêt à le faire. Enfin, ouais, peut-être. Mais oui, je comprends. Mais j'avoue que, encore une fois, il y a plein de gens qui l'ont relu pour les corrections, etc., l'orthographe, les virgules. Bon, ça, moi, pour le coup, quand on me dit la virgule ici, peut-être qu'il faudrait mieux la mettre là, je suis en mode... Faites ce que vous voulez. je m'en fous complètement, tu vois. C'est pas du tout mon truc. Mais voilà, il y avait plein de gens qui me disaient que l'histoire était bien, et en même temps, vu que c'était que des gens qui venaient de Larousse, bah, je ne croyais personne. Pour moi, le seul jugement... Le complot Larousse. Oui, je suis désolée. Pour moi, le seul jugement qui comptait, c'était les lecteurs, lectrices, quoi. Parce que ce sont possiblement des gens qui me connaissent pas, qui vont découvrir cette histoire, et je veux que ça plaise à eux. Donc, c'était vraiment ça, mon stress. Est-ce que ça t'est arrivé aussi de contempler ta page blanche en te demandant par où commencer ou quoi écrire ? En fait, moi, je pense que j'ai le problème j'ai énormément de matière. Et c'est après organisé. Et c'est super difficile de faire le tri. Mais moi, je pense que je suis très bordélique. Il y a plein d'idées qui viennent d'un coup. J'ai envoyé une tonne de textes à Anne-Charlotte. Et en fait, il faut trier le bordel, quoi. Et moi, j'ai plus ce problème-là. D'accord. Et petite parenthèse, ça, c'est un premier livre, donc on verra ce que ça donne. Mais pour être 100% honnête, moi, dans ma tête, j'ai déjà le sujet des 3 prochains bouquins, tu vois. C'est vraiment ça. C'était une des questions que je comptais te poser après, mais du coup, ouais, t'as vraiment un projet plus grand en littérature de continuer à écrire sur ces sujets militants qui te tiennent à cœur ? Ah, mais moi, j'ai 1000 projets, 1000 idées, et ça, c'est un premier livre, mais en fait, je peux déjà pitcher genre les sujets des 2, 3 et 4e, genre 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Comment est-ce que tu tries ces idées, tu vois ? Parce que avoir plein d'idées, ok, pourquoi pas ? Comment est-ce que tu fais pour te dire, ok, celle-là, j'ai vraiment envie de l'exploiter jusqu'au bout, et c'est elle que je vais faire passer en priorité ? Pour le sujet du livre, je pense que ça dépend de à quel point je suis aboutie dans mes réflexions militantes. D'accord. Après, je sais pas quand est-ce que cet épisode de podcast sortira. Mais... fin novembre, normalement. Ok. J'ai un documentaire qui va sortir. Et c'est pareil avec la réalisatrice du documentaire, tout comme avec Anne-Charlotte ici. Donc la réalisatrice, elle s'appelle Louise. Par WhatsApp, elle s'est tapée des notes vocales de 20 minutes où je lui ai pitché 4 autres idées de documentaire, quoi. Et en fait, là, c'est plus dans la concrétisation et la réalisation de « Meuf, est-ce que tu me suis ou pas ?» Parce que moi, toute seule,
Enfin, maintenant, je suis plus trop prête à faire des projets toute seule, donc il faut embarquer les gens avec moi. Puis t'as tes limites techniques aussi, je suppose. Tu vas faire réaliser un documentaire, exactement. Ça demande quand même des moyens financiers, convaincre la réal, et tout. Juste, tu vois. Après, moi, je suis très forte pour convaincre les gens de m'accompagner sur mes projets. C'est ce que tu disais pour les éditeurs, déjà. Je ne lâche pas les gens. C'est ça. Mais en même temps, t'as raison, parce que si t'as envie que ça voie le jour, au bout d'un moment, la première personne qui doit y croire et se donner à fond, c'est toi. Mais oui. Et tu peux embarquer les gens que si t'es à fond. Mais en fait, c'est ça. C'est si t'as des personnes en face qui sont dans le même délire de oui, c'est possible. En fait, ça peut partir très loin, cette histoire. Je trouve qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a 2 profils pour moi. Il y a les personnes oui, mais, et les personnes oui, et. Et donc, les personnes oui, mais, c'est des... Genre, j'ai envie d'écrire un livre, et la personne elle va dire oui, mais, est-ce que nanana, nanana, donc là, ça te casse toute ta motivation très, très vite. Et il y a les personnes oui, et, en mode j'ai envie d'écrire un livre, oui, et ce serait trop bien que tu fasses ci, et ce serait trop bien que tu fasses ça. Et si je match avec ce type de profil, ça peut aller très loin. Louise, on se connaissait pas, on est partis en Inde ensemble. C'est génial. Attends, vous êtes rencontrés comment ? Encore en soirée ? C'était une meuf que j'avais vue genre vite fait il y a des années dans une soirée. Parce que pour la petite parenthèse, tout à l'heure tu disais que c'était via une soirée que ça t'avait relancé pour la rousse, le projet et tout. Vrai. Là, Louise en soirée. Toutes les deux, on s'est rencontrés en soirée au lancement du livre de Chloé Thibault. Vraiment, faites des soirées, que voulez-vous au bout d'un moment. C'est vrai, j'avais jamais capté, mais bah t'as ouais, raison. C'est drôle. Ouais. Mais ok, donc et Louise, vous vous rencontrez comme ça, et puis en fait, par la suite, tu l'as recontactée ou vous êtes recroisés ou même pas ? Bah, des années après. En plus, vraiment, Louise, on s'était à peine parlé. D'accord. Genre, c'est pas une personnalité où j'avais grave matché et tout. C'était vraiment genre une meuf lambda dans une soirée. Et on se connaissait vraiment pas, on n'était pas potes ni rien. Et un jour, elle m'a envoyé un message sur Facebook où elle a découvert mon compte Instagram. Ok. Et en fait, et elle t'a fait un retour dessus. Elle m'a dit tu parles de voyage, tu sensibilises, troubles psy et tout. C'est un trop bon sujet de documentaire. On s'est appelé et moi je pensais vraiment que c'était genre ok, tu veux faire une interview de 1 heure sur le trouble borderline. Et en fait, quand elle m'a dit qu'elle voulait me suivre en voyage j'étais oula à l'autre bout de la planète et tout. Et en fait, il y a aussi ce truc de plus c'est extrême, plus moi j'adore, plus le projet est fou, plus j'y vais. Puis t'as fait des voyages extrêmes en solo aussi. Ouais, moi, j'adore. C'est vraiment ton truc. J'allais te poser la question, tu vois, si t'avais un projet prévu autour du voyage, parce que c'est vraiment... T'as partagé, notamment en Amérique latine, des vlogs aussi sur ton voyage et sur comment ça se passe quand t'es seule là-bas et comment tu te débrouilles, etc. Là, le livre, c'est quand même ton voyage en Laponie. C'est pas du tout les seuls voyages que t'as fait. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de faire un documentaire, c'est d'avoir fait un documentaire sur vous deux qui partez en Inde. Ouais, bah en gros, on est partis, mais c'était un truc de fou parce que même Louise, elle y croyait pas, elle était convaincue que j'allais annuler à la dernière minute. C'est-à-dire que même elle était là, non mais vas-y, je fais ça, mais en vrai ça va pas marcher et tout. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est que si tu tombes sur une personne qui a la même énergie que toi, c'est-à-dire parler très peu et être... Enfin, moi je suis très une personne de terrain et d'action, en fait ça peut aller très loin cette histoire. Et du coup, on se connaissait pas. On est partis en Inde, toutes les deux. On a voyagé en mode route, auberge de jeunesse et tout. On a tourné un documentaire. Et là, ça va sortir novembre-décembre, quoi. Ce bingo donne vraiment lieu à plein de conversations. Je suis très contente. C'était le but. Il est trop bien, ton bingo. Écrire dans un café. Oui, tu as écrit en long, en large dans les cafés. Oui. Et les espaces de coworking. Ouais. Passer ta vie sur Synonymo pour trouver des synonymes. Non. Ok. Il y a beaucoup de gens qui juste, tu sais, au bout d'un moment, quand t'écris, t'as utilisé 3 fois le même mot en 3 phrases et tu dis, peut-être je vais essayer de trouver des alternatives. Toi, c'est venu assez naturellement, en fait. Alors, oui, très juste sur les mots qu'on réemploie tout le temps. Bah, t'as une écriture très orale, ce qu'on se disait avant d'enregistrer l'épisode. Moi, je trouve que quand on lit, c'est ce que tes amis t'ont dit aussi, mais on t'entend parler, c'est vrai. Mais du coup, t'as cette fluidité d'avoir des phrases simples. Et oui, il y a peut-être de la répétition par moment, mais en fait, c'est naturel, on n'y fait même pas attention. Ouais, et puis surtout, vu que j'étais avec Anne-Charlotte et qu'en plus le livre a été relu exprès pour ça. Vous l'avez retravaillé plein de fois. Le texte a été entre les mains de beaucoup de gens sur beaucoup d'aspects là-dessus. Donc, ouais. Donc, c'est pas toi qui as été regardé.
Et compter le nombre de caractères ou de mots sur ton DocWord pour être sûr que tu avances bien. Pas forcément pour que j'avance bien, mais en fait, contractuellement, j'avais le droit à 220... Je crois qu'il fait 227 pages, le livre. Ouais, t'as la contrainte de l'objet, en fait. Ouais, en fait, c'est contractuel avec Larousse. Et il fallait pas dépasser le nombre de pages. Et ça, c'était un casse-tête. Parce que t'avais envie de raconter plein de choses. Mais oui, genre juste la partie sur mon enfance, en fait, on peut faire 4 livres là-dessus, Oui. tu vois. La partie du voyage, j'ai rencontré tellement de gens et il s'est passé tellement d'anecdotes. Enfin, en fait, il faut... Bah, c'est ça, en fait, qui est super dur, c'est qu'il faut faire des choix. Et finalement, l'histoire, je trouve qu'elle va assez vite. Et quand même, ça couvre quand même pas mal de trucs. Mais c'était un gros défi de faire rentrer tout ça dans 200 pages, quoi. Eh ben, félicitations. En rentrant tout ça dans 200 pages, tu as coché la plupart des cases de ce petit bingo de l'écrivaine. Trop Vous bien. êtes dorénavant écrivaine, chère Abby, voilà. Oh là là. Bravo pour ce premier livre. On a parlé de pas mal de choses au travers de ce petit jeu, donc je vais pas te reposer des questions. Je te propose qu'on termine l'épisode avec la question portrait chinois. Ouais, Ça te va ? Si tu étais un objet essentiel pour voyager, qu'est-ce que tu serais ? Un sac à dos. Elvis. Elvis, c'est le prénom de mon sac à dos. Ton compagnon de route. Ouais, c'est toute une personnalité à part entière. Vraiment. C'est donc ça de voyager seul. C'est exactement ça. Vraiment, Elvis, je l'appelle le grand frère, il est toujours avec moi. Il est sur ton dos, c'est normal. Il est sur mon dos, des fois on s'engueule parce qu'il veut pas fermer, donc il est lourd, ça me fait chier, des fois on se réconcilie. Non mais vraiment, il y a des... C'est un petit personnage que je vous invite à découvrir en te suivant. Il a son caractère, ouais. Eh ben, parfait, c'est une très bonne réponse. Oui. Merci beaucoup, Abby. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Comme d'habitude, si tu veux suivre le travail d'Abby et retrouver absolument tout ce qu'on a pu mentionner, ça se passe dans les notes de cet épisode. Je t'invite à t'abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que tu utilises, ça te permettra d'avoir la petite notif le mercredi quand un nouvel épisode sort. Tu peux également, si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify, me laisser des étoiles et des commentaires. Voilà, t'as un endroit où il y a marqué évaluer le podcast et tu peux me laisser une notation. Ça aide vachement pour le référencement du podcast et il y en a presque 100 d'entre vous qui ont laissé 5 étoiles sur Spotify. Vraiment, merci, c'est beaucoup trop cool et ça me fait un retour aussi un petit peu sur mon travail. Si t'as envie de me faire des retours un petit peu plus développés, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux @clocloclub sur TikTok et Instagram. Et moi, je te dis à mercredi prochain avec un nouvel épisode. Bye!